Slimane, 45 ans, mène une existence discrète dans la banlieue de Rouen. Père d'une petite fille née d'une première union, il est désormais en couple avec Céline, de 15 ans sa cadette, avec laquelle il a eu un petit garçon. C'est la femme de sa vie, alors il lui fait des surprises, des fleurs, des voyages, des choses comme ça. Non, c'est quelqu'un d'attentionné. Elle est ravie, c'est le bonheur, c'est toute sa vie, il est tout pour elle. Mais là, il y a une ombre au tableau, c'est que Slimane va commencer à ce moment-là à changer. Mais le 4 novembre 2018, la brigade fluviale de la gendarmerie fait une macabre découverte. Des restes humains enveloppés dans une bâche. Et rapidement, ils découvrent qu'il s'agit de Slimane. Mais alors, qui est l'auteur de ce crime? Pour quelle raison Slimane a-t-il vraiment été tué? Et pourquoi un tel acharnement sur cet homme de 45 ans? Ludovic est un chef d'entreprise de 42 ans installé dans la région de Dieppe. Après un passé sombre, l'homme semble avoir trouvé un équilibre. Il est même sur le point de se marier avec sa nouvelle compagne. Ils forment ensemble une famille recomposée. On s'est tout de suite bien entendu, on a très vite reformé une famille et ils étaient très proches, quoi. Si je dois le décrire en une phrase, vraiment qu'avait le cœur sur la main. Pourtant, le 1er mai 2018, au croisement de deux routes départementales, un automobiliste découvre la voiture de Ludovic sur le bord de la route. Son moteur tourne toujours. Pensant à un accident, il alerte tout de suite les secours et les gendarmes. Mais les gendarmes constatent très vite qu'il y a plusieurs impacts de plomb sur le pare-brise. Donc là, ils comprennent qu'ils n'ont pas du tout affaire à un accident de la circulation, mais à ce qui ressemble à un meurtre. Alors, ce 4 novembre 2018, on est à Rouen, il est 17h10. On est en automne, la nuit commence à tomber, il commence à faire froid. Il fait extrêmement froid ce jour-là. Il y a une espèce de vent glacial qui souffle. Et la brigade fluviale est en train de patrouiller. C'est une brigade fluviale de la gendarmerie qui se déplace sur la Seine. Ils sont interpellés par une espèce de grosse masse au loin, pas très loin du bord. Alors là, la brigade s'approche et ils s'aperçoivent qu'il y a un paquet avec une grande bâche. Et ils s'aperçoivent aussi qu'il y a une sorte de liquide rougeâtre qui suinte en fait du paquet. Et là, ils se disent, visiblement, il y a un problème. Une espèce de pressentiment s'installe. Ils décident d'aller voir de plus près. Ils enlèvent l'adhésif qu'il y a autour de la bâche. Et là, ils découvrent l'horreur. Cet emballage contenait un corps humain démembré, puisqu'on n'a trouvé que le tronc, sans tête, sans bras. Le spectacle est d'une telle horreur qu'ils sont à ce moment-là absolument tous sous le choc, presque sidérés. Et bien sûr, ils comprennent qu'ils sont face à une affaire vraiment hors norme. Grâce à l'ADN, les gendarmes vont réussir à identifier la victime, puisqu'il avait déjà été fiché, et ils découvrent qu'il s'agit d'un homme qui s'appelle Slimane, qui a 45 ans et qui habite à côté de Rouen. Ce qui interpelle, c'est que personne n'a signalé la disparition de cet homme. À partir de la découverte du corps, se posent trois questions. Qui pouvait en vouloir à Slimane? Pourquoi? Et qui est cet homme que l'on a démembré? Et derrière cette découverte, les enquêteurs vont s'apercevoir qu'il existe une histoire sordide.
Nous voici en Seine-Maritime, dans la banlieue de Rouen. C'est ici que vit Slimane avec sa compagne Céline. Slimane, c'est un homme de 45 ans, c'est un père de famille. Et professionnellement, il a une activité d'achat et de revente de voitures et il vit dans la région rouennaise, dans un petit pavillon. Slimane, c'est le cadet d'une famille de 4 enfants. Ça a toujours été le chouchou, il a toujours été choyé. Il va être marqué par un drame familial puisque sa maman décède quand il a 18 ans. Elle décède d'une longue maladie et ça va être un choc extrêmement violent pour Slimane. Ça a été une période très dure pour lui, il a fait une petite dépression. Il a très mal vécu et il avait perdu ses repères à ce moment-là, quoi. Slimane commence à avoir de mauvaises fréquentations, et il commence à perdre un petit peu pied, il ne supporte pas la solitude et commence pour lui une période qui est très difficile. Et puis, il va être sauvé par l'amour. Il rencontre Véronique qui va vraiment l'aider à sortir de cette dépression. Ils ont une fille. Le couple se sépare au bout de 10 ans et cette rupture, elle est dévastatrice pour Slimane qui supporte toujours très mal la solitude. C'est alors qu'en 2007, il fait la rencontre de Céline, 21 ans. Il y a 15 ans de différence d'âge entre Céline et Slimane, mais peu importe, le couple s'entend très bien. Et au bout de très peu de temps, au bout de 4 mois, ils vont aménager ensemble, ils vont vivre ensemble. C'est la femme de sa vie, alors il lui fait des surprises, des fleurs, des voyages, des choses comme ça. C'est quelqu'un d'attentionné, c'est quelqu'un qui fait attention à elle. En 2014, le couple va acquérir une maison avec l'aide de Josette, qui est la mère de Céline. Et là, c'est encore un rêve qui se réalise. C'est la mère de Céline qui avance l'emprunt. Voilà, c'est vraiment ce qu'ils voulaient tous les deux, c'est d'avoir une maison et vivre ensemble. En 2015, peu de temps après leur installation, Céline donne naissance à un petit garçon. Elle est ravie, c'est le bonheur, c'est toute sa vie, il est tout pour elle. Mais là, il y a une ombre au tableau, c'est que Slimane va commencer à ce moment-là à changer. Il devient plus agressif. Les relations se tendent considérablement dans le couple. Et là, le comportement de Slimane change radicalement. Il arrête de travailler, il commence à boire beaucoup, il a des crises de colère. Il tape dans les murs, il casse des objets. Bref, le conte de fées commence à virer au cauchemar. Et les tensions au sein du couple s'accentuent cette année-là lorsque Josette, la mère de Céline, décide de s'installer chez eux. Josette, la mère de Céline, tombe malade, elle a une maladie du foie et elle vient habiter avec sa fille et son gendre. La présence de la maman est particulièrement pesante pour Slimane. Le conflit commence à dégénérer, les récriminations, les coups d'éclat, au point où la maman de Céline va partir. C'est vrai que Céline, elle ne comprend pas, elle était sur un nuage, pour elle, ça y est, elle avait trouvé son prince charmant et effectivement, elle est très surprise de ce changement de comportement. C'est vrai que la dépendance à l'alcool, comme toutes les addictions, il y a toujours cet espoir que la personne va réussir, qu'elle va décrocher et c'est précisément l'idée à laquelle s'accroche Céline à ce moment-là. Mais le 4 novembre 2018, une macabre découverte va faire basculer la vie de cette famille.
3 jours après la découverte dans la Seine d'un tronc humain, identifié comme étant celui de Slimane. La brigade de la police criminelle de Rouen est appelée à se rendre au centre-ville. On a un nouveau coup de théâtre qui fait trembler la région parce qu'on va découvrir une main et un mollet dans une poubelle. Les enquêteurs font tout de suite le rapprochement. 3 jours avant, ils avaient découvert dans une bâche un corps démembré. Et là, ils découvrent des morceaux de corps. Donc ils pensent tout de suite que c'est le même homme. C'est un choc évidemment parce qu'on imagine un corps démembré, on imagine aussi surtout qu'il a fallu le découper, quoi. Donc c'est tout un... c'est assez horrible, hein. Le 6 novembre 2018, une autopsie est pratiquée sur le tronc retrouvé. Et elle va révéler une information importante pour la suite de l'enquête. Ce que découvrent les experts, alors ce n'est pas la cause exacte de la mort parce qu'ils ne peuvent pas la déterminer, mais ce qui les frappe, c'est que véritablement le corps a été frappé avec un objet très coupant et surtout qu'il y a eu une très forte hémorragie au niveau du cou. Mais alors, qui est l'auteur de ce crime machiavélique et pour quelle raison Slimane a-t-il vraiment été tué? Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un tel acharnement sur cet homme de 45 ans? Trois jours après la découverte des restes de Slimane, une information judiciaire contre X est ouverte. Mais un détail interpelle les enquêteurs. Ils ont retrouvé un tronc démembré, ils ont retrouvé des membres, mais pour autant, il n'y a toujours pas de signalement de disparition de cet homme. Les policiers sont vraiment étonnés par cette absence de signalement. Ils veulent en savoir un peu plus et donc ils vont s'orienter vers la famille de Slimane, vers les proches. Et là, ils découvrent que c'est un père de famille qui vit dans un petit pavillon avec sa compagne. Et là, ils s'étonnent que personne, ni même cette fameuse compagne, n'ait signalé la disparition de ce monsieur. Sans plus tarder, les enquêteurs se rendent au domicile de Slimane et de sa compagne, Céline. Lorsque la police arrive chez Céline, une perquisition en bonne et due forme est menée. La maison est propre, elle est clean, il n'y a absolument rien de dérangé. Mais en poursuivant leurs investigations à la cave, ils découvrent des sacs, des rubans. Ils découvrent des objets tranchants. Puis surtout, ils vont passer le Blue Star dans cette habitation et qui va révéler des traces de sang. C'est absolument sidérant parce que les enquêteurs vont s'apercevoir qu'il y a du sang absolument partout, dans l'évier, sur les torchons, mais aussi dans la salle de séjour, dans les escaliers qui mènent à la cave. Évidemment, Céline devient immédiatement suspecte et elle va être placée tout de suite en garde à vue. Entendue par les enquêteurs, Céline ne tarde pas à passer aux aveux. Tout de suite, lors de la première audition, elle avoue le meurtre de son conjoint. Céline explique qu'elle a préparé le dîner pour Slimane, qu'elle lui a préparé des toasts, que Slimane était énervé parce qu'il avait bu, et elle explique qu'elle a écrasé un anxiolytique, du Seresta, dans ses toasts. Alors le Seresta, c'est un anxiolytique qui peut être très puissant et qui peut endormir très rapidement. Et c'est ce qui se passe avec Slimane. C'est-à-dire que lorsqu'elle écrase les Seresta dans ses toasts, Slimane très rapidement va s'effondrer. Ce que Céline raconte aux enquêteurs, c'est absolument glaçant. Elle explique que lorsque Slimane tombe, elle décide de lui porter un premier coup avec une hache. Slimane se réveille, il commence à hurler et pour le pousser à arrêter de crier, le pousser à arrêter d'hurler, elle lui porte 2 autres coups avec un couteau, toujours au niveau de la gorge.
Céline explique qu'elle n'en pouvait plus de Slimane et que son emprise psychologique n'était plus supportable. Elle n'avait d'autre moyen de lui échapper que de le tuer. Les enquêteurs vont se poser beaucoup de questions, notamment le mobile qu'avance Céline, parce que ce couple, finalement, ne faisait pas parler de lui. Céline raconte qu'elle est victime de violences de la part de Slimane. Pour autant, on n'a aucun témoignage, aucune plainte, aucun élément qui laisse penser que c'est véritablement le cas. Les enquêteurs tentent alors de savoir qui se cache derrière cette mère de famille de 31 ans. Céline, c'est une femme blonde, petit gabarit, plutôt énergique mais très calme, quelqu'un de déterminé, qui sait où elle va. Elle a fait de son métier d'esthéticienne une véritable passion. Depuis quelque temps, elle s'est mise à son compte, elle pratique des soins esthétiques à domicile. Elle avait créé son entreprise, elle était assez fière de ça. C'était quelqu'un qui, quand elle avait un but, quand elle avait, elle se donnait les moyens de le faire. Sa rencontre avec Slimane, de 15 ans son aîné, en 2007, aurait bouleversé sa vie. Slimane, c'est pour elle un prince charmant. C'est quelqu'un qui l'impressionne. Il a en lui une maturité, une assurance, peut-être quelqu'un de protecteur. En fait, elle se retrouve avec un homme à la maison, avec quelqu'un qui prend soin d'elle et tout ça, donc ça lui plaît. Mais la jeune femme explique que le couple se serait éloigné à la naissance de leur fils en 2015. L'arrivée d'un enfant, c'est un bouleversement. Et manifestement, Slimane ne parvient pas à garder le cap. Et on pourrait dire qu'il perd pied, en quelque sorte, à la naissance de son fils. Professionnellement, il lâche un peu, il est beaucoup moins assidu. Il continue de bricoler, pour autant il n'est plus aussi sérieux dans son travail et petit à petit, manifestement, il va sombrer dans une consommation d'alcool excessive. Donc elle dit qu'elle ne supportait plus son compagnon et surtout ses violences verbales qui duraient depuis longtemps. Et voilà, c'est pour ça qu'elle serait passée à l'acte, c'est comme ça qu'elle justifie ce qu'elle a fait. Céline a avoué avoir tué Slimane, mais les enquêteurs ont la conviction qu'elle n'a pas agi seule. Céline, c'est une petite blonde, elle fait 1m60, c'est un petit bout de femme. Elle se dit, c'est quand même compliqué de faire tout ça pour une femme seule. En fait, ils vont très vite chercher un complice, quoi. Ils vont se dire, elle n'était pas seule, c'est pas possible. En parallèle de l'audition de Céline, les enquêteurs décident de convoquer Josette, sa mère, au commissariat pour l'interroger. Josette va dire qu'elle était au courant des difficultés du couple, que sa fille lui avait parlé d'avoir des volontés d'action violentes envers son concubin. Et elle leur fait un signe qui explique parfaitement que Slimane a bel et bien été tué. Josette, elle va mimer un signe d'égorgement aux enquêteurs. Mais elle dit aux enquêteurs que sa fille est innocente. Ce qu'elle va dire que ce n'est pas sa fille, c'est la dame. Et là, les enquêteurs sont certains, il y avait bien un complice dans le meurtre de Slimane. 6 jours après la découverte du corps démembré de Slimane, l'enquête prend un nouveau tournant. Ils ont évidemment commencé à éplucher les relevés téléphoniques de Céline. Effectivement, ils s'aperçoivent que les dernières semaines et puis même le jour des faits, en fait, il y a un numéro qui revient souvent. C'est le numéro d'une cliente de Céline qui s'appelle Jessica. Jessica est interpellée pour être auditionnée. En parallèle, des investigations sont effectuées dans sa voiture et à son domicile. D'abord, ils vont passer au peigne fin son véhicule et là, ils vont découvrir des tickets de caisse. Alors ces tickets de caisse, ils mentionnent l'achat d'une bâche et l'achat d'adhésifs. Et c'est la même bâche qu'on a retrouvée qui entourait le corps de Slimane. La perquisition a été faite chez elle, on a retrouvé des éléments compromettants.
Notamment un hachoir qu'elle avait acheté, qui est resté chez elle. Et dans ce hachoir, on a retrouvé des morceaux biologiques de Slimane. À ce moment-là, les enquêteurs développent la conviction que Jessica a été partie prenante d'une façon ou d'une autre dans le meurtre de Slimane. Confrontée à ces éléments accablants, Jessica reconnaît être complice du meurtre de Slimane. Il y a une première audition qui intervient assez tard, vers minuit, où Jessica est un peu en état de sidération. Jessica, elle va donner une version des faits qui ressemble à celle de Céline, mais elle va donner beaucoup plus de détails et beaucoup plus de précision. En fait, ce qu'elle a dit, c'est que ce meurtre a été préparé sur proposition de Céline, que ma cliente a adhéré à ce projet macabre, mais tout a été préparé sous la direction de Céline, qui a fixé la date, qui a choisi d'endormir son mari avec du Siesta. Sur la journée des faits, ce que raconte Jessica, c'est qu'elle avait rendez-vous avec Céline, elle devait se rendre au domicile de cette dernière. Que lorsque Jessica est arrivée, Céline avait déjà mis une boîte et demie de Siesta dans les toasts de Slimane, et au moment où elle arrive, elle entend un gros boom dans le salon, c'est Slimane qui s'effondre. Visiblement, Céline lui demande de commettre le geste mortel. Ce qu'explique Jessica, c'est qu'elle va prendre la feuille de boucher et elle va découper le cou de Slimane, elle va l'égorger. Ma cliente tente une première fois d'égorger Slimane. Donc Slimane va se réveiller et les deux femmes, prises de panique, vont décider de fuir dans une pièce adjacente. Et qu'à un moment donné, Slimane retombe parce qu'il est assommé par les médicaments. Et à ce moment-là, les deux femmes repartent vers le corps et Céline tend un couteau à Jessica et lui dit « Bon, bah, cette fois, il faut en finir ». Alors Céline va se mettre à califourchon sur Slimane, elle va lui pincer le nez et la bouche pour l'empêcher de respirer. Pendant ce temps-là, Jessica va arriver et va porter 2 coups de couteau à Slimane et là, c'est fini, il bouge plus. Après avoir constaté le décès de Slimane, les deux femmes ont ensuite décidé de démembrer son corps. Jessica va donner plus de détails et ce qu'elle va raconter, c'est qu'en fait, ce démembrement aurait été préparé en amont, pendant une séance d'épilation, quand Jessica était la cliente de Céline. Les deux femmes ont parlé de cette opération, entre guillemets, de ce démembrement, et l'ont préparé. Ça serait un crime planifié jusqu'à faire disparaître le corps de la victime. C'est un récit glaçant. Elle indique que le corps a été mis dans une bâche, qui a été achetée avant, donc ça c'était prévu. Et qu'elles auraient toutes les deux descendu le corps dans la cave du pavillon, qui est une petite cave avec un petit escalier. Et donc Jessica nous décrit cette première tentative où Céline coupe un doigt des pieds de Slimane, on tente de le hacher, le hachoir évidemment s'enraye, ça ne fonctionne pas. Et donc on se rend compte que le hachoir devient inutilisable. Et Céline, notamment elle, d'après ce que dit Jessica, c'est quand même l'actrice principale qui va intervenir dans cette scène-là, va couper la tête, les jambes, les bras, va enlever les pulpes des doigts de Slimane pour qu'on ne retrouve pas ses empreintes digitales. Et Jessica va expliquer que Céline a eu une attitude très particulière pendant la découpe de son conjoint. Elle va expliquer aux enquêteurs que les deux femmes ont découpé le corps, notamment avec une scie, et qu'à un moment donné, elle va entendre Céline qui parle au cadavre et qui lui dit « Tu ne me croyais pas capable de faire ça, regarde maintenant dans quel état tu es ».
Une fois qu'elles ont découpé Slimane, Jessica explique ensuite que les deux femmes vont mettre le tronc et les restes du corps dans des sacs poubelles et qu'elles vont les disperser, le tronc dans la Seine et le reste des morceaux du corps dans des poubelles. À l'issue de leur garde à vue, le 10 novembre 2018, Jessica et Céline sont mises en examen pour le meurtre de Slimane et incarcérées en détention provisoire. Là, les gendarmes s'interrogent sur le rôle qu'ont tenu chacune des deux mères de famille et comment elles ont préparé ce plan diabolique, et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Durant l'instruction, les enquêteurs se penchent sur la vie privée de Jessica et cherchent à comprendre comment cette cliente a pu accepter de participer au funeste projet de son esthéticienne. Jessica, c'est une mère de famille de 35 ans qui a enchaîné les petits boulots. Elle faisait des ménages, elle faisait du repassage. C'est une jeune femme qui a eu une enfance très difficile parce qu'elle n'a jamais connu son père biologique et que sa mère se remette avec un homme qui est particulièrement violent. La violence qu'elle a subie dans son enfance, même dans les films, même dans les livres, on n'atteint pas ces niveaux-là. Elle était battue, elle était violée, elle était humiliée pendant des années. Une mère complètement absente, elle était à la limite de la déscolarisation, c'était vraiment le quart-monde le plus total. C'était une vie d'enfer qu'elle a vécue. On peut dire que la vie lui offre un nouveau départ lorsqu'à 17 ans, elle rencontre celui qui va être le père de ses 3 enfants, qui va être celui qu'elle considère comme l'amour de sa vie, qui s'appelle Tony. Elle va partir s'installer avec lui et effectivement, à ce moment-là, elle décide de tourner la page complètement sur cette enfance terrible. C'est ce qui l'aide manifestement à vivre ce vrai bonheur quotidien avec Tony et avec ses 3 enfants. Elle est extrêmement proche de ses enfants et on peut presque avoir le sentiment qu'elle se répare en quelque sorte. C'est comme si tout l'amour qu'elle n'avait pas reçu étant enfant, eh bien, elle donne cet amour à sa progéniture. Mais en 2018, c'est la désillusion pour Jessica. Tony, qui est vraiment l'amour de sa vie pour Jessica, qui est vraiment l'homme grâce à qui elle s'est reconstruite, en réalité, Tony quitte Jessica, part avec une autre femme, et ça, bien sûr, ça crée comme une faille chez Jessica, ça la rend extrêmement fragile d'un point de vue affectif. C'est à cette époque qu'elle se rapproche de Céline. Céline et Jessica se considèrent comme des copines. Ça reste une relation professionnelle puisque Céline est l'esthéticienne de Jessica. Elles s'entendent tout de suite très bien, le courant passe tout de suite et elles commencent beaucoup à parler et à beaucoup se confier l'une à l'autre. Céline va aussi se confier sur sa situation maritale et va expliquer à Jessica qu'elle subit des violences de la part de Slimane et elle explique même que Slimane s'en serait pris à leur enfant de 3 ans. Et ça, c'est la phrase peut-être qui a tout déclenché. C'était le déclic pour Jessica, parce que Jessica, elle ne supporte pas la violence. Elle a elle-même été victime de violence durant son enfance et elle n'admet pas qu'on puisse toucher à des enfants. Et donc, elle va tout de suite adhérer au récit de Céline. Et évidemment, elle est marquée par ce qu'elle a vécu, c'est gravé dans ses gènes. Voilà, cette amitié, je pense que ça a été beaucoup de compassion de la part de ma cliente pour Céline qui s'est dit, oh, la pauvre, elle vit quand même des choses horribles avec cet horrible mari. Et donc Céline, à ce moment-là, elle va être très directe, elle va demander à Jessica de l'aider à faire disparaître son compagnon. Céline lui dit aussi qu'elle va prendre tout sur elle et qu'au final, Jessica n'a rien à craindre. Elle rassure Jessica, elle lui dit que Slimane n'a pas de famille, qu'il ne va manquer à personne et que donc par conséquent, il faut agir.
Mais alors que l'instruction suit son cours, Jessica fait part de ses doutes aux enquêteurs. Ses doutes quant aux propos qu'a pu tenir son ancien ami en ce qui concerne la violence présumée de Slimane envers Céline. Est-ce que Céline ne raconte pas une belle histoire pour justifier son acte? Est-ce que Céline était, oui ou non, sous l'emprise psychologique des violences de Slimane? Il n'y a pas de trace de cette violence sur Céline, il n'y a pas de témoignage probant quelqu'un qui aurait vu Céline avec un œil au beurre noir et des bleus. Alors, Jessica, elle le dit, hein, elle a l'impression de s'être fait un peu manipuler quand même. Il y a un point qui est très très important, c'est que Jessica n'a jamais rencontré Slimane. Elle ne sait même pas à quoi il ressemble. Jessica ne connaît Slimane qu'à travers le récit évidemment à charge que lui en fait Céline. C'est une compassion énorme qu'elle a pour Céline en se disant cette pauvre-là, elle est dans un piège infernal. Si elle pouvait s'en sortir et qu'elle renonce à ce projet, c'est son projet, c'est pas le projet de Jessica. Jessica, elle s'en fiche. Elle n'a aucun intérêt, aucun mobile à participer à ça. On peut imaginer que si Jessica avait rencontré Slimane, si elle avait parlé avec lui, alors jamais elle n'aurait été capable de commettre ce crime absolument atroce. Là, Jessica ne connaît pas Slimane, l'imaginaire n'a pas de limite, et c'est ce qui a fait monter la tension, la colère qui avait été refoulée, ravalée pendant des années par Jessica. Alors là, elle a ouvert la porte et ça a donné ce déferlement de violence sur ce pauvre Slimane. Ce qui étonne les enquêteurs, c'est que Céline parlait ouvertement à ses proches de son intention d'éliminer son compagnon. Il y a une autre amie de Céline qui s'appelle Isabelle, que Céline considérait comme sa grande sœur, qui elle semblait parfaitement au courant du drame parce qu'elle va expliquer aux enquêteurs que Céline lui avait parlé de sa volonté de le tuer, elle lui avait dit c'est lui ou moi, mais ce que va expliquer Isabelle, c'est qu'elle pensait que Céline n'était pas sérieuse et qu'elle ne passerait jamais à l'acte. Elle a été poursuivie pour non-dénonciation de crime en fait. En gros, elle était au courant que le crime allait se dérouler. Donc elle prévient personne, donc ça c'est ce qui lui est reproché. Et quand elle apprend que le crime s'est déroulé, en fait elles vont déjeuner ensemble dans un centre commercial, elle lui paye le restaurant pour son anniversaire. Enfin c'est presque surréaliste quoi. Et les enquêteurs découvrent également que Céline n'en était pas à son coup d'essai. Céline, effectivement, elle a déjà essayé de tuer Slimane, et notamment à 2 reprises. Une première fois où elle lui a administré du Seresta et il s'est effondré comme cette fois-ci, et elle a tenté de lui injecter une bulle d'air dans les veines, mais ça n'a pas fonctionné, elle a piqué dans le muscle. La deuxième fois, elle a tenté de l'étouffer avec un coussin, mais elle n'a pas réussi non plus à le tuer. Est-ce que Céline était véritablement victime de violences de la part de Slimane? Sinon, quel était son véritable mobile et comment a-t-elle pu convaincre Jessica de la suivre dans ce funeste projet? Et seul un procès permettra de savoir la vérité, c'est ce qu'on espère, un procès qui s'annonce douloureux, notamment pour les proches de Slimane. Quatre ans après le meurtre de Slimane, s'ouvre le procès de sa compagne, Céline. L'esthéticienne comparaît avec son ancienne cliente, Jessica. Les 2 femmes encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Isabelle, la meilleure amie de Céline, encourt quant à elle jusqu'à 5 ans de prison pour non-dénonciation de crime. L'ambiance pendant ce procès est assez singulière. Il y a un public incroyable, très nombreux. On vient un peu au spectacle, on sent un intérêt
particulier de la part du public, de la presse également. C'est pas tous les jours que deux femmes, mères de famille, qui n'ont jamais fait parler d'elles, se retrouvent dans le box des accusés. Qui sont ces femmes, en fait? L'acte, il est tellement odieux, tellement horrible qu'on se dit mais qui est-ce qui a pu faire ça? Parce que on imagine des monstres, quoi. Et puis quand ils arrivent dans le box, c'est une petite blonde, une brune un peu plus grande, mais voilà, c'est deux femmes lambda. Outre Jessica et Céline qui comparaissent, on a également deux autres femmes qui doivent comparaître parce qu'elles ont eu vent de la volonté de Céline de tuer son conjoint. Il s'agit de Josette, sa mère, et d'Isabelle, son amie. Josette est décédée en 2020, elle est décédée au préalable, donc elle ne sera pas jugée. Donc la seule qui va être jugée de ces deux femmes, ça va être Isabelle, qui va être dans le box des accusés pour abstention volontaire d'empêcher un crime contre une personne. Dans le box des accusés, Céline et Jessica, les deux complices, autrefois amis, ne s'adressent pas un regard. On les voit distantes, on sent qu'il y a une rupture, on sent que ce sont deux personnes aujourd'hui qui n'ont plus de lien. Jessica a-t-elle été manipulée par Céline? C'est une question que beaucoup se posent. Ce qui est certain, c'est que lorsque Jessica entre dans le box des accusés, elle découvre sur le banc des parties civiles une famille dont elle n'avait pas eu connaissance parce que Céline lui avait dit que Slimane était quelqu'un qui vivait seul, qui n'avait pas de famille. Donc elle découvre qu'il y a beaucoup d'avocats en face. J'ai 5 confrères. Les avocats des enfants, oui, mais les frères et sœurs sont là. Et puis ces gens-là, ils souffrent. Et les gens qui souffrent, pour Jessica, c'est pas possible. Lorsqu'elle découvre toute cette fratrie et l'enfant de Slimane, pour elle, c'est un choc. Elle comprend, si elle ne l'avait déjà pas compris, qu'elle a pu être quelque part manipulée. Elle s'est fait avoir, pour reprendre ces termes. Elle s'est fait vraiment avoir. Pour sa défense, Céline maintient sa version, celle d'une femme victime de la violence de son compagnon. Céline, elle est prostrée, elle pleure dans le box des accusés et à un moment donné, elle va s'effondrer en larmes. Elle va déclarer qu'elle a rencontré un prince charmant qui a changé au fil du temps, notamment après la naissance de leur fils. Et la raison de ce changement pour Céline, c'est la consommation d'alcool de Slimane. Alors, une experte psychiatre va être nommée. Cette experte déclare que Céline présente une personnalité équilibrée, une personnalité mature, une personnalité aux fortes valeurs morales, qui ne présente par conséquent aucun risque, ni psychiatrique, ni criminologique. Lors du procès d'assises, la question va être posée à cette experte pour comprendre ce décalage entre un portrait qui est fait d'une personne complètement équilibrée et ce crime sordide, un corps démembré et qu'on a retrouvé un tronc, un mollet, une main, l'horreur. Et alors, la psychiatre explique que lorsque le niveau de terreur est suffisamment élevé, eh bien, une personne terrorisée peut finalement voir ses valeurs morales se faire dépasser par la terreur. Toute la question sur cette affaire, c'est bien sûr de décider est-ce que cette terreur est bien réelle. Mais pour les parties civiles, le portrait de Slimane, dressé par Céline, ne correspond pas à la réalité. Outre la famille de Slimane, il y a une autre personne qui va être entendue, qui est Véronique, son ex-conjointe et la mère de sa fille. Véronique, elle va se constituer partie civile et elle va expliquer qu'elle ne veut pas qu'on salisse la mémoire du père de sa fille. Elle va dresser un portrait qui correspond à ce qu'a dit la famille de Slimane. Elle va expliquer qu'il était un très bon père, qu'il était très gentil, qu'il pouvait parfois être impulsif, mais que malgré tout, il n'a jamais été violent ni envers elle, ni avec leur enfant. Sur le banc de la partie civile, c'est une famille digne qui va être
terriblement confronté à la réalité, non pas du crime, mais de ce qui s'est passé après, c'est-à-dire le corps du père, le corps du frère, découpé, démembré, jeté ici et là dans la Seine, dans une poubelle. Avoir ainsi saccagé le corps de Slimane, c'est pour cette famille, pour ces parties civiles, quelque chose d'impardonnable. Le samedi 19 novembre 2022, à l'issue d'un procès qui aura duré 6 jours, les jurés rendent leur verdict. Chacun s'attend à des peines très lourdes. L'avocat général avait requis 30 ans pour Céline et 25 ans pour Jessica. Après 5 heures de délibéré, la Cour décide de condamner Jessica à 17 années de réclusion criminelle et Céline à 22 années de réclusion criminelle, la moitié assortie de la sûreté. Isabelle, elle est acquittée. Visiblement pas suffisamment de preuves pour reconnaître qu'elle était au courant de ce crime. Du côté de la défense, ce verdict est une victoire. Ma cliente, Jessica, elle est soulagée. Elle s'est dit, bon, ils ont bien vu que moi je suis pas une méchante. Et donc soulagement, oui, soulagement. Ce verdict, c'est un coup de poignard supplémentaire pour la partie civile parce qu'ils estiment que ces peines sont beaucoup trop légères. Alors, le parquet partage la colère de la famille de Slimane parce qu'il considère que c'est un assassinat froid, un homme qui a été exécuté froidement, et c'est pour ça que le parquet va décider de faire appel de cette décision. En décembre 2021, soit 3 ans après le drame, un crâne a été retrouvé dans la Seine. Des analyses scientifiques sont actuellement en cours afin de déterminer si ce crâne appartient bien à Slimane. À ce jour, Céline et Jessica sont maintenues en détention provisoire dans l'attente de leur procès en appel. Elles demeurent présumées innocentes. Jessica, ce qui m'a touché, et je pense a touché tout le monde, c'est que pendant cette coupure de la détention avec ses enfants, elle continue à être maman. Et ça, c'est compliqué. Parce que c'est pas en les voyant quelques heures par mois qu'on continue à l'être. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des choses que j'ai jamais vues de ma vie, moi. Jamais vues. Elle prend le téléphone, parce qu'on peut téléphoner, et au téléphone, elle suit les devoirs des enfants qu'ils font à la maison. Elle s'en occupe comme si elle était là. Et elle trouve le moyen, avec la distance, de continuer l'éducation de ses enfants. C'est absolument merveilleux. Moi, j'ai été vraiment touché. Si Jessica continue de voir ses enfants, ce n'est pas le cas de Céline. Alors, depuis son incarcération, le fils de Céline lui rendait régulièrement visite. Il a aujourd'hui 7 ans, mais la juge des enfants a décidé de lui retirer ce droit de visite, donc il ne va plus voir sa mère. Une décision qui a été prise pour protéger le petit garçon. Aujourd'hui, en fait, il y a encore 2 victimes, c'est vraiment ces 2 enfants. Les enfants de Slimane, cette grande fille, et puis son jeune fils donc, qui est placé, qui est dans une famille d'accueil où ça se passe bien, visiblement. C'est une famille d'accueil qui prend soin de lui. C'est un petit garçon courageux, c'est un petit garçon qui essaye de faire face. Et en tout cas, oui, c'est ces deux victimes qui vont devoir vivre avec ça toute leur vie, quoi. On est le 1er mai 2018.
On est dans la campagne du Pays de Caux. Il est 9h30 à peu près. Là, le téléphone de la gendarmerie sonne. Un accident est signalé au service de gendarmerie. Nous sommes au croisement de la D50 et de la D927. Il y a une foire à tout, pas loin à Auffay, qui est assez connue, donc les gens ont l'habitude de s'y rendre en fin de matinée. Ce qui fait que la D50 est une route assez fréquentée. Il y a un camion qui est sur le bas-côté, le moteur tourne à fond, il y a de la fumée qui sort. Et surtout, dans ce camion, il y a quelqu'un. Ces personnes, en même temps qu'elles appellent la gendarmerie, elles vont sortir le conducteur de l'habitacle, habitacle qui est en train presque de prendre feu, la fumée devient très importante. Ils vont détacher le conducteur qui a toujours sa ceinture de sécurité. On voit du sang et on voit également une sorte de liquide blanchâtre qui ressort du front. Sa tête est sanguinolente. On essaye de lui faire un massage cardiaque, on essaye de le réanimer. Juste à ce moment-là, un homme se rend au marché d'Auffay avec 2 amis. Il voit un attroupement, donc il s'arrête, il se rapproche de l'attroupement, il voit au sol un homme, il s'agit de son futur beau-frère, Ludovic. Les pompiers arrivent et vers 10h, ils sont obligés de constater le décès. Lorsque les services de gendarmerie arrivent sur place, ils traitent la situation comme un accident de la circulation. Mais les gendarmes constatent très vite qu'il y a plusieurs impacts de plomb sur le pare-brise. Donc là, ils comprennent qu'ils n'ont pas du tout affaire à un accident de la circulation, mais à ce qui ressemble à un meurtre. Ludovic, 42 ans, est né et a grandi ici, à Bacqueville-en-Caux. Ludovic, c'est un enfant de la campagne, du Pays de Caux. C'est une famille qui est soudée, taiseuse et affectueuse. Ludovic, c'est un garçon d'une famille à plusieurs branches, une famille bacquevillaise honorable, très honorablement, de gens travailleurs, des gens simples, des gens travailleurs. Au collège, Ludovic rencontre celle qui deviendra sa première épouse. Ensemble, ils auront 2 filles. L'une d'elles, Eva, 19 ans, se souvient d'un foyer chaleureux. Je les ai pas connus très longtemps ensemble, mais en tout cas, le peu de temps où je les ai connus ensemble, c'était vraiment que des bons souvenirs. J'ai des souvenirs de vacances, des souvenirs de la maison où j'ai grandi. On s'est mis peu de temps après avec Mina. Ça a tout de suite collé, on s'est tout de suite bien entendu. On a très vite reformé une famille et ils étaient très proches, quoi. Mina, 31 ans, est déjà maman de 2 enfants d'une précédente union, dont Camille, qui se souvient du premier jour où elle a rencontré Ludovic. J'étais en CE1, donc c'était durant l'hiver. Moi, du coup, je le rencontre un soir de Noël, un 25 décembre le soir. Il était plutôt avenant, il était très souriant. On est dans une famille, effectivement, qui est une famille recomposée, où Ludovic endosse le rôle de père pour ses enfants biologiques, mais également pour les enfants de sa compagne. C'était quelqu'un qui était très très proche de sa famille. Si je dois le décrire en une phrase, vraiment qui avait le cœur sur la main. Professionnellement aussi, tout semble réussir à Ludovic.
Il travaille travaux publics. Il travaille chez des particuliers pour faire du travaux de terrassement et autres. Il a monté son entreprise tout seul, il travaille seul et il marche bien, il a une réussite professionnelle. C'est un gros bosseur, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un de bien. Mais derrière l'image du bon père de famille, travailleur, se cache aussi une part sombre. Il y a un Ludovic qui aime bien sortir, qui aime faire la fête, qui consomme des boissons alcoolisées et lorsqu'il y a absorption d'alcool, il peut être violent et bagarreur. Il y a eu quelques condamnations pour notamment des violences et des non-paiements de pensions alimentaires. C'était du sursis ou un rappel à la loi. Il n'y a jamais eu de peine d'emprisonnement ferme. Bah après, c'est pas forcément un secret pour moi et c'est pas quelque chose que j'ai envie de cacher. Que oui, il s'est bagarré plusieurs fois, mais en fait, il s'est bagarré quand il était alcoolisé parce que pour le coup, là, je pense que personne ne pourra dire le contraire. Il s'est jamais battu en étant à jeun et voilà, l'alcool, ça détruit beaucoup de choses. Une consommation qui a bien failli lui coûter la vie en 2009. On est au mois de juin, c'est la fête à Baqueville. Saint-Jean, c'est une des grosses fêtes de Baqueville. Ludovic décide de sauter par-dessus le feu de la Saint-Jean. Ludovic saute au-dessus du brasier, retombe dans le brasier et se consume. Et c'est Bruno qui se précipite pour l'en sortir. Bruno, c'est son copain, c'est son ami, il n'a pas réfléchi, il a foncé dans le brasier et il en a extrait. Ludovic est transféré à Clamart, à l'hôpital des Grands Brûlés. Il restera plusieurs mois et conservera des traces importantes de cet accident puisqu'il a été brûlé sur 70% de son corps et aura une peau extrêmement fine sur les parties brûlées. Dix ans plus tard, en 2018, Ludovic s'est assagi et prépare un grand événement. Je pense qu'il a rencontré la stabilité avec une future épouse cadrante. Il n'a plus aucune raison de battre la campagne et de faire n'importe quoi. D'ailleurs, le couple a prévu de se marier. La robe est achetée, les robes des demoiselles d'honneur sont achetées. Ludovic, ce matin du 1er mai, prend son camion et sa remorque. Il a promis à un de ses amis d'aller avec un plateau pour chercher un véhicule. Donc il prend la route vers 9h15, 9h30. Il doit aller chercher ce véhicule, puis ensuite préparer son mariage, puisqu'il a un rendez-vous avec la chanteuse qui animera son mariage, qui doit avoir lieu 2 mois et demi après. Il est prévu qu'il revienne pour le déjeuner. En bref, c'est une vie ordinaire et une journée normale qui s'annonce. Et finalement, il ne rentrera jamais et on le retrouvera mort dans ce champ. Sur le bord de la départementale, à Beauval-en-Caux, Ludovic vient d'être extrait de son véhicule en feu. L'homme de 42 ans est décédé et présente une blessure par balle. Les gendarmes commencent leur enquête, ils quadrillent le terrain, ils font appel à des chiens et les chiens retrouvent une cartouche. Il s'agit de chevrotine 9 grains. La chevrotine 9 grains, c'est une chevrotine extrêmement puissante, létale et destinée au gros gibier. Il y a le camion, il y a les impacts de grenaille
sur le pare-brise du camion. En revanche, il n'y a pas l'arme du crime. Et là, effectivement, les témoins sur place disent si c'est pas un accident, c'est un crime. Et si c'est un crime, on a quelques idées sur qui a pu le commettre. À Beauval-en-Caux, toutes les personnes qui ont porté secours à Ludovic sont entendues par les gendarmes. Il n'y a pas de témoins véritablement, mais les déclarations des premières personnes qui sont sur place sont extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que ces gens disent « la portière était fermée, je l'ai ouverte ». Ils disent également « le conducteur était attaché avec sa ceinture de sécurité ». Les premiers témoins, ils racontent qu'ils ont vu 2 hommes s'expliquer au carrefour. Mina, la compagne de Ludovic, alertée par son frère, arrive à son tour sur les lieux. Quand elle arrive, elle sait que Ludovic a eu un accident et que c'est très grave. Elle sait qu'il est décédé. Les proches de Ludovic sont rapidement informés. Eva, sa fille, se souviendra toujours de ce jour qui a bouleversé sa vie. On arrive chez ma grand-mère et ma mère arrive 20 minutes après. Elle s'assoit à côté de nous et elle nous dit voilà, votre papa il a eu un accident ce matin et il est décédé. Et sur le moment, j'ai pas bien compris. J'ai eu un peu un bug dans mon cerveau, comme s'il s'était mis en pause et je me suis écroulée, en fait, je suis tombée par terre. Je me suis mise à crier et c'était vraiment à ce moment-là que ça a basculé. Camille, la belle-fille de Ludovic, apprend la nouvelle par sa mère. Elle me dit « Ludo, il est parti, il a eu un accident de voiture, il est parti ». J'étais en état de choc. Je ne sais pas pourquoi, je vais sur Internet, enfin les réseaux sociaux, je vais sur Facebook et là, je me rappellerai toujours, je vois l'article « Homme tué par balle à Beauval-en-Caux ». Et là, j'ai tout de suite compris que Ludo, il n'était pas décédé d'un accident de la route. Pour les gendarmes, il y a urgence à retrouver le meurtrier de Ludovic. Les auditions des proches se poursuivent et ils vont découvrir que la victime était menacée depuis plusieurs mois. Tout de suite, on va se demander qui a intérêt à la mort de cette personne. Et le nom qui revient le plus souvent, même le seul nom qui revient, c'est celui de Bruno. Ludovic a un contentieux fort, très très fort, avec son voisin qui s'appelle Bruno. Bruno et Ludovic se connaissent depuis qu'ils sont tout gamins, même si Bruno est plus vieux. Ils vont se perdre de vue et derrière, ils vont devenir collègues de travail dans une entreprise de travaux publics. Va s'en suivre une amitié extrêmement forte dont le climax sera ce feu de la Saint-Jean en 2009 au cours duquel Bruno va sauver la vie de Ludovic. Et ils vont être très amis. C'est même Bruno qui va aider Ludovic à acheter le terrain à côté du sien, dans le sens où c'est Bruno qui va dire à Ludovic il y a un terrain à côté du mien qui se libère. Ce terrain appartient à un agriculteur. Cet agriculteur décide de vendre par parcelle ce terrain, ce qui fait qu'il vend dans un premier temps à Bruno une parcelle de terrain, puis dans un second temps à Ludovic une parcelle de terrain. À l'époque, en 2016, Bruno souhaite faire un élevage de poules sur ce terrain, mais Ludovic, lui, compte bien y rénover une bâtisse. Et là, les difficultés, j'allais dire les disputes, naissent. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont vraiment des broutilles. Il y a une difficulté liée au fait que des arbres qui protègent la propriété de Bruno du vent soient coupés. Il y a une difficulté liée à un compteur électrique
Bruno n'a plus d'électricité parce qu'il y a une surconsommation électrique et il attribue cette surconsommation électrique à Ludovic qui se serait branché sur son compteur. Il y a ensuite des difficultés liées à la clôture et à la délimitation des deux parcelles. Ce sont finalement des difficultés assez classiques dans le cadre de conflits de voisinage. Et on passe d'un reproche à un deuxième reproche, à un troisième reproche, jusqu'à un moment, les hommes deviennent véritablement ennemis. Un conflit qui va atteindre son paroxysme à la fin de l'année 2017. Ludovic a peur de Bruno. Ludovic peut se confier à sa famille ou à des tiers en disant « je vais finir une balle dans la tête. Si jamais il m'arrive quelque chose, c'est Bruno. Je ne suis pas sûr d'arriver jusqu'à mon mariage. » Ludovic, c'est quelqu'un qui, en raison des craintes qu'il exprime, ne dort plus dans le lit conjugal, mais dort sur le canapé, volet ouvert. Mais je pense qu'en fait, il voulait surveiller la maison, pour être sûr que si le voisin vienne, qu'il le sache avant nous et qu'il puisse nous avertir. Nous, on dormait à l'étage, et la nuit, des fois, il venait me réveiller pour que... Ça arrivait souvent, pour que je lui mette de la musique pour pas qu'il s'endorme. Et puis, au fur et à mesure où il me réveillait la nuit, il me disait que... il allait mourir. C'est dans ces conditions que Ludovic prend une initiative. Il va dans le mobil-home de Bruno et il sait qu'il y a des armes et prend les armes et ramène les armes à la gendarmerie de Bacqueville-en-Caux. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais un nouvel événement va attiser les rancœurs. Fin décembre 2017, Ludovic constate que le pare-brise de son véhicule est brisé. Il va attribuer ce bris à Bruno. Quelques jours plus tard, le 31 décembre 2017, la compagne de Bruno va constater qu'il y a des impacts de balles sur son véhicule et à ce moment-là, ils attribueront ces impacts de balles à Ludovic. Il porte plainte à la gendarmerie. Les gendarmes, ils s'intéressent quand même à ce que disent Bruno et sa compagne. Et donc, ils vont faire une perquisition chez Ludovic pour essayer de retrouver l'arme dont le tir aurait pu casser la vitre. Et visiblement, ils ne la retrouvent pas, puisque Ludovic n'est pas plus inquiété que ça. Pour les enquêteurs, Bruno devient le principal suspect. Ils craignent alors qu'il s'en prenne à la famille de Ludovic. Une course contre la montre s'engage. On reçoit un appel de la gendarmerie qui nous dit qu'on est confiné à la maison, qu'il faut qu'on se barricade, qu'on ferme les fenêtres, qu'on mette des chaises devant les portes. Tout se passe très vite. Et de là, ils nous disent qu'il y a un hélico qui nous surveille au-dessus, qu'on est sous surveillance, que les forces de l'ordre sont à l'entrée du chemin, donc qu'on est surveillé. Ensuite, ils vont le chercher dans ces différents lieux de vie. Et les gendarmes finissent par cueillir Bruno, qui se laisse paisiblement interpeller sur les coups de 14 heures. Et on lui explique qu'il est placé en garde à vue pour l'assassinat de Ludovic. Bruno sera passé au tamponnoir. Le tamponnoir, c'est en fait lorsque quelqu'un tire avec une arme à feu, des résidus de poudre sont éparpillés, notamment sur les mains, et on retrouvera effectivement sur ces mains des résidus de poudre. Cinq heures après la mort de Ludovic, la garde à vue de son voisin Bruno débute. Au cours de sa première audition, il explique sa journée. Il reconnaît qu'il a un contentieux avec Ludovic, mais il explique qu'il n'a rien à voir dans la mort de Ludovic. Il dit non, j'ai pas d'armes, je me suis pas servi d'armes, et puis j'étais pas là. Il dit j'étais dans le bois, à Bacqueville, puis après je suis passé voir, là je reviens de chez mes proches. Non, non, j'ai rien à voir. Mais au cours de sa troisième audition, Bruno change d'attitude. Bruno va demander à ce que son avocat ne vienne pas. Bruno explique qu'il a menti au cours de ses deux premières auditions. Il va dire « bon,
on y va. Et il explique d'une traite tout ce qui s'est passé. Il explique que ce matin-là, il s'est réveillé, qu'il était sur son terrain et qu'il a vu passer Ludovic, et que Ludovic lui a fait un doigt d'honneur. Bruno, qui à ce moment-là était, il explique, peut-être un peu plus énervé que d'habitude, décide de prendre son véhicule et de partir à la poursuite de Ludovic. Donc la poursuite dure quelques minutes. C'est pas une poursuite à haute vitesse. Il va s'arrêter une première fois. Ludovic continue son chemin. Il reprend sa course, il redépasse Ludovic, demi-tour de Bruno, qui va à la poursuite de Ludovic et qui, cette fois-ci, lui fait une queue de poisson. Le véhicule est par conséquent contraint de s'arrêter. Des insultes sont échangées, puis Bruno va finalement en venir aux mains avec Ludovic. Il va grimper à la cabine de son camion. Et là, Ludovic aurait dit à Bruno « Arrête, je vais te tuer ». Et il se serait penché sur le côté droit. Ce qu'explique Bruno, c'est qu'il a entendu un bruit métallique. À ce moment-là, Bruno se dit « Ludovic est en train de chercher une arme ». Or, Bruno, dans sa voiture, a une arme, un fusil dissimulé sous une veste. Et il revient vers le camion de Ludovic en ayant l'arme prête à tirer au niveau de sa hanche. Et ce qu'explique Bruno, c'est qu'à ce moment-là, le camion de Ludovic aurait démarré en trombe dans sa direction. Et il tire. Et il nous dit, j'étais en légitime défense parce que sinon, il allait m'écraser. Bruno comprend qu'il y a un problème. Il se rend au niveau de la portière conducteur du camion qui est arrêtée, enlisée dans le champ. Et à ce moment-là, il constate la mort de Ludovic. Il explique qu'après, évidemment, il est totalement paniqué, que sa première préoccupation, c'est de se débarrasser de l'arme. Donc il va prendre le fusil et il va le déposer à 1 km de là, derrière un container. Ensuite, il va expliquer aller en forêt, marcher entre 1h30 et 2 heures pour reprendre ses esprits. Bruno est ensuite parti chez sa famille. À l'issue de la garde à vue, il est mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Les gendarmes s'intéressent alors au parcours de cet homme. Bruno, il a 54 ans. Son père était mécano dans une laiterie à Longueville-sur-Scie. Sa mère y était comptable. Il a eu une enfance tout à fait normale. Il a eu une vie tout à fait normale. C'est quelqu'un qui était un passionné de mécanique et qui a commencé à faire un apprentissage de mécanicien dans le garage de son oncle à Bacqueville-en-Caux. D'ailleurs, son cousin qui a repris le garage dira « Mais Bruno, par rapport à moi, il avait des mains en or. » C'est un peu le mécano de village, la personne qu'on va voir lorsqu'on a un problème avec sa voiture, qui est toujours prêt à donner un coup de main. Et puis Bruno, c'est quelqu'un qui a eu un grave accident du travail en 2010 et qui ne peut plus être mécano. Et qui, depuis, essaye de se reconvertir dans l'élevage. Donc il avait acheté un terrain pour faire de l'élevage de volailles. C'est un type qui a une personnalité un petit peu curieuse quand même, dans la mesure où il est passionné par tout ce qui est militaire. Il est toujours habillé de treillis, de rangers. On sait qu'il lui arrive de se promener à Bacqueville-en-Caux avec un sabre à la jambe. Ça dénote quand même, me semble-t-il, un certain caractère quand même de violence. Et l'homme a déjà eu affaire à la justice. Bruno, s'il a des condamnations pour des violences conjugales, une autre condamnation pour du recel de bagnole. Mais ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait parler de lui. C'est quelqu'un qui s'était beaucoup assagi. Depuis 2 ans, Bruno misait beaucoup sur son projet d'élevage de poulets, sur le terrain voisin de celui de Ludovic. Sauf qu'en réalité,
Bruno n'aura jamais les autorisations, Bruno n'aura en réalité jamais les moyens humains et financiers de mettre en place cet élevage qui prendra jamais vraiment corps. De l'autre côté, Ludovic, qui remonte une grange, qui se fait aider par sa famille. Et très rapidement, c'est un écart important qui existe dans l'exploitation des deux terrains. C'est probablement un des ressorts de cette inimitié. En fait, il va y avoir une sorte de guerre froide. Bruno et Ludovic vont soigneusement s'éviter, vont cohabiter en s'évitant. Mais ils savent que s'ils se croisent, ça peut partir mal. Chacun dit d'autre, de toute façon, c'est lui ou moi. Et ben, c'est ce qui se passe. Fallait pas qu'ils se croisent. Et ils se sont croisés ce fameux 1er mai 2018, le matin. Pour le juge d'instruction, l'enjeu est à présent de déterminer si, oui ou non, Bruno s'est défendu face à Ludovic. Les médecins légistes, ils sont clairs. Bon, le décès est imputable, bien évidemment, à ce tir. On sait, et l'expert balisticien le confirme, que c'est un tir extrêmement proche, 4,50 m à 5,50 m, et on est par conséquent sur un tir inratable. Et les experts, d'ailleurs, nous diront, par rapport aux blessures, qu'il avait probablement la tête légèrement sur la gauche. Et c'est important aussi parce que ça permet de dire qu'en réalité, il cherchait à partir. Moi, je me mets à la place de Ludovic. Il est dans son camion, il n'a pas d'arme, et il voit à 4 mètres, c'est pas bien loin. Il voit à 4 mètres Bruno avec une arme. Que l'arme soit épaulée ou à la hanche, on n'a qu'une chose à faire, c'est essayer de fuir. Autrement dit, la version de Bruno, soutenant qu'il pensait que Ludovic allait sortir une arme, ne tient pas. Pas plus que les coups que la victime lui aurait portés. Bruno prétend que Ludovic a donné des coups de poing. Or, le fait qu'il ait été brûlé fait que s'il a donné des coups de poing, nécessairement il aurait eu de la peau arrachée, ce qui n'est pas le cas. Et l'autopsie n'a révélé aucune lésion sur les mains de Ludovic. Le juge ordonne alors une reconstitution. La reconstitution non plus n'apporte pas vraiment d'éléments supplémentaires à l'enquête. Et en réalité, et c'est là une des originalités de ce dossier, c'est que on finit l'enquête exactement lorsqu'on l'a commencé, avec quelques certitudes fortes sur l'essentiel, mais beaucoup d'incertitudes sur les circonstances. Tous les actes d'enquête qui ont été faits au cours de cette information judiciaire ne permettent ni de confirmer ni d'infirmer aucune thèse. Ni celle de Bruno, c'est-à-dire celle d'un tir soudain faisant suite à l'accélération du camion en sa direction, ni celle de la partie civile qui soutient la préméditation. Si c'était prémédité, dans ce cas, c'est que c'est très très mal préparé. Le déroulé des faits et ce qu'on retrouve sur les lieux permet, pour moi, d'écarter toute préméditation. Un homme qui tire sur un autre, avec lequel il a un conflit notoire, qui ne prend ni gants, ni cagoule, qui ne change pas ses vêtements, qui ne prévoit pas de plan de repli et qui fait le tout sur une route extrêmement fréquentée, surtout ce jour-là, la préméditation ne tient pas la route. Mais la famille de Ludovic soutient qu'il n'aurait jamais menacé Bruno. La légitime défense, c'est quoi? Je suis en légitime défense si je suis victime d'une attaque. Pas d'une attaque qui va me mettre en danger. Et que je riposte concomitamment avec une riposte qui est proportionnée. Là, la question qui se pose, où est l'attaque? Vous avez un type qui est dans son fourgon, qui n'est pas armé, qui est attaché avec sa ceinture, que l'on a poursuivi et que l'on a contraint à s'arrêter, qu'on a bloqué. Où est l'attaque? Comment Bruno peut-il dire qu'il était en danger? Il prétend que s'il a tiré, c'est parce que Ludovic lui a foncé dessus avec son camion. Je rappelle la scène. Il est entre 4,50 m et 5,50 m du camion.
au moment du tir. Le camion est à l'arrêt total, ça c'est une certitude. Le camion, par conséquent, doit démarrer et un camion qui fait 6 mètres avec une remorque qui en fait 7, clairement, pour démarrer à vive allure, c'est un petit peu compliqué. Donc on est sur une certitude, c'est que Bruno, lorsqu'il prétend qu'il a eu un tir réflexe par légitime défense, par un camion qui lui fonçait dessus, ça ne correspond pas à la réalité purement mathématique du dossier. Donc la seule solution qui va pouvoir départager ces deux thèses, ça sera la vérité de l'audience. Quatre ans après le meurtre de Ludovic, le procès de Bruno s'ouvre. L'homme comparaît pour homicide volontaire. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle. Quand il y a mort d'homme, le procès est toujours tendu. Les victimes attendent le procès pour savoir. Ce qu'une victime veut, c'est que l'accusé puisse dire devant elle ce qu'il a fait. C'est la première fois depuis le drame qu'Eva et Camille vont être confrontés aux meurtriers de leur père et beau-père. Pendant ces 4 années-là, je me suis posé plein de questions et je me dis que là, enfin, je vais pouvoir peut-être avoir des réponses et puis ça va clôturer un cycle. J'appréhende parce que je sais que ça va être un moment compliqué. Ma mère pas que ma mère nous ont dit qu'il y allait avoir des mauvaises choses dites sur notre papa, des choses dures à entendre. Et donc j'appréhende quand même, j'appréhende aussi beaucoup surtout de le voir. Je veux absolument des explications. Tout le monde mérite des explications. Déjà les filles de mon beau-père, ma mère, moi, ma sœur, la famille. Et en fait, en arrivant au procès, quand on lui a demandé s'il reconnaissait les faits, il a dit qu'il se sentait mal en prison, qu'il se sentait enfermé, qu'il n'était pas seul alors qu'il voulait être seul. À la barre, Bruno maintient ses déclarations et continue de plaider la légitime défense. On a affaire à un Bruno droit dans ses bottes, arrogant, déplaisant, peu sympathique. Il est absolument convaincu que sa défense portera ses fruits. Il est absolument convaincu d'avoir raison. Et donc, il va s'évertuer à persister et signer. Ça fait mal au gosse. Mais ce qui fait encore plus mal à ces deux filles, c'est d'entendre Bruno dire « j'étais obligé de le tuer ». Et ça, c'est insupportable. Au cours des débats, il est rappelé que Bruno et Ludovic étaient en conflit depuis 2 ans. Et plusieurs témoignages, dont celui d'une amie de Bruno, vont venir mettre à mal sa défense. Bruno dit ce sera lui ou moi, je vais lui tirer une balle dans la tête. C'est-à-dire qu'il y pense. Après, le témoignage est atténué, mais il m'a dit non, je ne le ferai pas puisque j'ai 2 enfants et Ludovic aussi a des enfants. Ça atténue un peu cette détermination, mais l'idée, elle est là quand même. À l'issue des débats, l'avocat général requiert une peine de 20 ans de prison pour meurtre. Verdict, meurtre, sans préméditation, mais 20 ans de réclusion criminelle. On se tenait la main et quand ils ont annoncé 20 ans, on a eu comme un soulagement. On s'est dit c'est pas assez, mais c'est toujours ça, c'est toujours 20 ans. C'est une peine lourde et Bruno choisit d'interjeter appel de cette décision. Quand je sais qu'il fait appel, je me dis c'est pas possible. On recommence tout à zéro, on recommence tout depuis le début. On va devoir revivre une 2e fois ça. Une fois c'était pas évident, mais 2 fois ça l'est encore moins. Moins d'1 an après la première instance, le procès en appel de Bruno s'ouvre.
L'état d'esprit, vraiment, quand le procès ouvre à Évreux, je l'ai déjà fait une fois, donc j'attends juste que ça se passe, en fait. Le deuxième procès se déroule dans une ambiance plus apaisée. Bruno va finir par reconnaître la dimension volontaire du crime. Ce qu'il explique, Bruno, c'est qu'au moment où il tire, il ne veut pas la mort de Ludovic. Il n'a pas le temps de la vouloir. Ça va trop vite. Mais il explique qu'il est parfaitement conscient de tirer à la chevrotine en direction de Ludovic et qu'à ce moment-là, les conséquences prévisibles, c'est la mort. Et il va dire, au cours de cette deuxième journée, aux enfants de Ludovic, « Je suis le meurtrier de votre père ». Un incroyable coup de théâtre, mais qui sonne comme une stratégie de défense pour les parties civiles. À ce moment-là, ça fait mal, j'ai les larmes aux yeux, je pleure même. Mais je me dis pas vraiment « enfin il le dit » parce que pour moi c'est un peu de la stratégie à ce moment-là. Et puis c'est son avocat qui lui explique que s'il le dit, il pourra peut-être réduire sa peine. Je pense que c'est surtout pour ça. Parce que sinon, il l'aurait dit avant. Bruno écope finalement d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle, soit 5 années de moins qu'en première instance. Ce que la Cour a retenu, c'est l'évolution dans la réflexion de Bruno, le fait qu'il reconnaisse que ce soit un meurtre. Au moment où la juge l'annonce, je la regarde et je lui dis je suis dégoûtée, avec les larmes aux yeux, et puis je suis déçue dans le sens où voilà, il a ce qu'il veut, alors que en fait il devrait même pas pouvoir faire des réclamations. Après voilà, c'est la justice qui est faite comme ça, on peut pas aller à l'encontre. Mais il y a une partie de moi qui me dit de toute façon sa peine, ça changera rien à mon chagrin, et puis ça fera pas revenir mon père. Comment on arrive à se reconstruire? Je pense qu'une grande partie avec le temps. Et puis moi aussi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est ma thérapie que j'ai faite avec ma thérapeute, qui aide beaucoup à travailler sur soi-même, à peut-être même répondre aux interrogations qu'on peut se poser. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidée. Je me dis, toutes les étapes dans notre vie, il les verra pas. Il sera pas là. Il n'a pas vu maman s'épanouir dans son travail. Il nous voit pas nous grandir. Il sera pas là si ses fils marient. Il connaîtra jamais mon petit copain. Il connaîtra pas ses petits-enfants. Et je trouve c'est impardonnable. Ce qui me manque le plus chez lui, en fait, c'est lui, quoi. C'est lui, c'est sa présence, c'est... Grandir sans papa, c'est vraiment, vraiment compliqué. Pour parler au nom de toute la famille, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il nous manque beaucoup.